En tant que psychologue clinicien, outre la dépression et l'anxiété, vous rencontrez souvent que les thérapeutes comportementalistes proposent une formation à l'affirmation de soi. Les personnes ayant besoin d'une formation à l'affirmation de soi sont souvent trop conciliantes, compatissantes ou polies de nature. Le problème avec cela, c'est qu'elles laissent les autres, elles laissent les gens leur marcher dessus parce qu'elles ne se défendent pas assez elles-mêmes. Et la conséquence de cela, c'est qu'elles deviennent rancunières, puis amères, puis sournoises, et ensuite elles finissent par se liguer contre les autres. Et donc, parce qu'elles ne le sont pas, elles feront tout pour tout le monde, mais elles se poussent au-delà de leurs limites, et elles ne reconnaissent parfois même plus ces limites parce qu'elles se disent « Eh bien, si je ne fais pas tout pour toi, alors je ne suis pas une bonne personne. » Non, une bonne personne fait juste un peu pour toi. Par exemple, si j'agis correctement avec toi, disons dans cette conversation, il y a quelque chose pour toi, et il y a quelque chose pour moi, n'est-ce pas? Et on veut que ce soit réciproque. Donc, si je me plie trop dans ton sens, le prix à payer, c'est que je vais devenir amer, rancunier et sournois. Et ça, la rancœur, c'est un état d'esprit incroyablement toxique. Ça commence par admettre que la vie est d'une difficulté brutale, et parfois d'une brutalité insupportable. Vous voyez les progressistes jouer avec cette idée. Cela se déforme en un sentiment de victimisation, mais cela reflète une certaine compréhension de la réalité tragique, sous-jacente de la vie. Il vaut mieux aborder cela d'emblée et dire « Tu es malheureux, tu as tes raisons ». Et ces raisons peuvent être profondes. Mais si tu laisses la misère te démoraliser, te rendre amer, cynique et lâche, et te pousser à te replier sur toi-même, alors, tout d'abord, c'est un échec au plus haut niveau de ta part, et tout ce que ça va faire, c'est empirer les choses. Tu pourrais alors te demander « Qu'as-tu » ? Pour répondre à ça, comment réponds-tu à cette catastrophe et à ce défi ? Et la réponse est, et c'est ce que Rocky dit à son fils sans détour, c'est que, aussi terrible que soient les choses, il y a bien plus en toi que tu ne peux l'imaginer. Et que si tu fais face à ces choses avec franchise, foi et courage, tu peux vivre l'aventure de ta vie et triompher même face à la catastrophe. L'un des avantages d'avoir la puissance de calcul que nous avons, c'est que tout est à portée de main. Et l'inconvénient, c'est que tout est sous tes yeux. Et partout, ça peut être 40 millions d'images pornographiques, c'est énorme. Ou une infinité de scénarios tragiques, vraiment sans fin. Et donc c'est un problème. Et le problème fondamental, c'est comment gérer ce flot d'informations continue. Et personne ne connaît vraiment la réponse à cela. Mais il faut aussi souligner qu'il n'est pas étonnant que les jeunes soient démoralisés et anxieux, parce que nous faisons tout notre possible pour les démoraliser et les rendre anxieux. Donc, du côté masculin, on dit aux jeunes garçons que, eh bien, le monde est une terrible tyrannie patriarcale, et que toute cette tyrannie patriarcale, qui serait la seule explication de l'histoire, n'a fait qu'opprimer et exploiter les gens et détruire la planète. Et donc, toute manifestation de cette impulsion masculine de votre part équivaut à une force destructrice du monde. Si vous voulez vous défendre, vous devez avoir vos objectifs et votre vision bien établie et bien définie. Et ensuite, vous devez avoir une stratégie adaptée à ces objectifs afin de savoir ce que vous voulez, afin de savoir quand vous ne l'obtenez pas. Sinon, il vous reste un sentiment diffus d'insatisfaction et de ressentiment, difficile à exprimer. Et si vous ne pouvez pas l'exprimer, alors vous ne pouvez pas négocier. Si vous savez ce que vous voulez et pourquoi, alors vous pouvez plaider votre cause. Supposons que vous ayez présenté une vision et une contre-vision grâce au programme d'écriture du futur. Vous savez ainsi l'enfer à éviter si vous devenez trop conciliant toute votre vie. Ce serait un enfer peuplé de gens qui profitent constamment de vous, vous rendant amer et plein de ressentiment. Je ne le recommanderais pas. Vous voyez, je pense que les femmes sont conciliantes parce que cela les aide à s'occuper des nourrissons. Mais ce n'est pas une grande stratégie de tempérament pour gérer des organisations complexes dans le monde adulte. Je pense donc que les femmes paient ce prix pour s'adapter à la patience avec les jeunes enfants. Et ensuite, il faut surmonter cela dans une certaine mesure pour pouvoir s'affirmer correctement dans des hiérarchies d'accomplissement plus complexes.
Donc je dirais qu'une fois que vous avez établi votre vision pour l'avenir et votre contre-vision, donc que vous avez peur de ce qui arrivera si vous ne vous affirmez pas, alors vous devez consulter votre ressentiment. Parce que si vous ressentez du ressentiment à propos de quelque chose, d'après ce que je peux voir, il n'y a généralement que 2 raisons. La première, c'est que vous devriez grandir un bon coup et arrêter de vous plaindre. Donc, vous devez d'abord déterminer si vous êtes simplement en train de vous apitoyer sur votre sort. Vous pouvez y réfléchir, peser le pour et le contre, et en parler à un proche. Je ne pense pas que ce soit la raison, mais c'en est une possible. Si vous ne faites pas simplement preuve d'apitoiement sur vous-même, alors vous avez probablement quelque chose à dire et quelque chose dont vous avez besoin. Vous devez comprendre cela, puis définir une stratégie pour l'exprimer. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie personnelle et dans ma pratique privée ne pas obtenir ce qu'ils veulent, parce que premièrement, ils ne le précisent pas, et deuxièmement, ils ne le demandent pas. Et si vous négociez, disons, pour une augmentation ou une promotion, etc., vous devez vous mettre en avant. Vous devez expliquer à la personne pour qui vous travaillez pourquoi vous devriez être traité avec plus de considération ou de respect, ou pourquoi on devrait vous accorder plus de ressources ou plus d'autorité. Ce qui vous a été attribué, et vous devez défendre cela. Un argument convaincant, afin qu'ils aient une raison de vous accorder de l'attention. Et ce n'est pas gagné. Ils ne le remarqueront pas, car la plupart des managers débordés ne voient jamais quand quelque chose se passe bien. Ils ne remarquent que ce qui cloche. Alors il faut préparer un plan. Vous devez avoir une stratégie qui accompagne ce plan. Vous devez avoir des arguments articulés pour expliquer pourquoi une certaine forme de traitement vous convient. Puis vous devez avoir le courage de présenter cela. Et je suppose que vous devez vous en souvenir. Vous vous devez autant à vous-même qu'aux autres. Vous devez prendre soin de vous comme vous prenez soin des autres. Et c'est un devoir moral. Si vous vous exercez à cela, vous pouvez y arriver. Et beaucoup de cela est aussi lié au fait de dire la vérité. Vous savez, vous n'avez pas de meilleur ami que la vérité, même si elle peut être très dure à court terme. Donc, si vous êtes malheureux au travail parce qu'on profite de vous, alors vous devez élaborer une stratégie pour sortir de cette situation. Vous devez apprendre à négocier. Et cela signifie aussi souvent que vous devez surmonter votre hésitation à entrer en conflit. Il faut que vous réfléchissiez de cette façon. La négociation et le conflit sont en quelque sorte indissociables, et il est facile sur le moment d'éviter la négociation ou le conflit. Mais vous en payez un prix terrible à moyen et long terme. Il vaut mieux affronter le conflit franchement dans le présent et instaurer la paix pour le moyen et le long terme. Et il y a du courage là-dedans. Donc, c'est l'autre chose que je dirais. Armez-vous de courage et autorisez-vous à agir avec courage. J'espère encourager les gens. À part cela, je veux voir ce qui se passe, vous savez. Je veux dire ce que je crois être vrai aussi clairement et soigneusement que possible. Et je veux voir ce qui en découle. Et ce que les gens ne comprennent pas à propos de cela, d'une certaine manière, c'est le bonheur. Le but de votre vie ne sera pas le bonheur. Parfois, cela viendra. Mais il y aura des périodes difficiles dans votre vie et le bonheur ne suffira pas. Mais ce que vous pouvez avoir dans votre vie, c'est une aventure. Vivre une aventure, c'est poursuivre la vérité, la plus grande des aventures, et cela pour plusieurs raisons. L'une, c'est que vous ignorez ce qui arrivera si vous exprimez vos pensées. Je ne veux pas dire de façon imprudente, ni de façon provocatrice ou plus que nécessaire. Vous ne savez pas ce qui va se passer, donc c'est très aventureux. Mais aussi, si c'est vous et votre propre voix, alors c'est votre aventure. Et si ce n'est pas le cas, si vous façonnez votre discours, manipulez d'une manière ou d'une autre, ou répétez simplement ou suivez les dictats de la foule, alors je ne sais pas à qui appartient cette aventure. Vous vivez une aventure, mais ce n'est pas la vôtre. Donc je pense que c'est pour cela que les gens sont à ce point obsédés, d'une certaine manière, par la recherche d'un sens fondamental. C'est parce que vous voulez pouvoir vous associer. Alors imaginez, c'est une bonne histoire. Vous pouvez imaginer 2 personnes qui postent des briques. Elles construisent un mur gigantesque. L'une pense, mon Dieu, ce mur va nécessiter 100 000 briques, et je les pose une à une. Je perds ma vie à ajouter trivialement à ce mur gigantesque. Qu'est-ce que je fais? C'est absolument misérable brique après brique. Et l'autre pense, dans 300 ans, ce sera une cathédrale.
Donc, la personne dans le second état fait exactement la même chose localement. Elle pose des briques, mais chaque brique est liée à un objectif très élevé. Et cela signifie que la récompense associée à la pose de la brique est proportionnelle à l'objectif, à la visée de tout le processus comportemental. Il me semble donc que si vous êtes sans but et sans objectif, et je sais que vous avez travaillé sur la fixation d'objectifs, si vous êtes sans but et sans objectif, alors vous ne pouvez pas susciter d'émotions positives. Et si vos objectifs sont fragmentés, ce qui arrive aussi si vous êtes sans but ou si vos objectifs manquent d'unité, alors aucune manifestation comportementale ne peut susciter de récompense dopaminergique, car ce n'est pas un pas en avant vers quelque chose de désirable. Donc il n'y a pas d'émotion positive, et donc vous n'apprenez pas bien, selon votre explication. Je ne savais pas que lorsque vous vous mettez dans un état d'appréhension par rapport à un objectif de valeur, votre neuroplasticité s'améliore et vous pouvez mieux apprendre, c'est très intéressant. Parce que, vous savez, je viens de développer cette application pour écrire, appelée Essai. Et l'une des choses que nous faisons, c'est que nous disons aux gens que lorsqu'ils s'assoient pour écrire un essai, la première chose, la plus importante, c'est d'avoir une question en tête dont vous considérez que trouver la réponse en vaut la peine, sinon tout l'exercice est un mensonge. Donc, même si on vous assigne un sujet, vous devez trouver quelque chose dans le sujet qui vous saisit et vous donne la motivation appropriée pour avancer dans l'essai, dans la tentative. Sinon, c'est un mensonge, vous gaspillez vos mots, vous vous engagez dans une activité futile, vous allez écrire quelque chose de terne et d'horrible, cela va vous frustrer et vous ennuyer pendant que vous le faites. C'est parce que votre propre système nerveux vous dit que vous participez à quelque chose auquel vous ne croyez pas. Mais si vous l'êtes, si vous êtes saisi par la question, comme « Mon Dieu, je veux vraiment répondre à cette question », alors vous êtes dans une condition parfaite pour commencer à écrire un essai intelligible, parce que vous voulez vraiment la réponse. Et alors l'exercice d'écriture va être captivant parce que vous vous confrontez à un véritable mystère. Et c'est vraiment génial si faire cela vous met aussi dans un état où vous avez beaucoup plus de chances d'apprendre, ce qui a du sens, non? Parce que si vous faites quelque chose d'important et que vous semblez progresser, c'est vraiment un bon moment pour apprendre. Le système dopaminergique implique anticipation, action, puis récompense ou parfois absence de récompense, n'est-ce pas? Et la capacité de persévérer vers un objectif quoi qu'il arrive est un système généralisable. Vous savez, vous aviez ce chapitre sur, vous savez, mettre de l'ordre dans votre chambre, n'est-ce pas? Mettre de l'ordre dans vos affaires. Je pense que c'est très pertinent en ce moment. Même s'il est important d'avoir des objectifs plus élevés et ambitieux, le système de dopamine est un système incroyable parce qu'il est épuisable, mais aussi renouvelable et qu'il s'auto-amplifie. Ce que je veux dire par là, c'est que, disons que je suis quelqu'un qui ne sait pas vers quoi il travaille, je n'ai pas d'objectif ou de questions précises. En accomplissant même des tâches qui semblent insignifiantes, comme me préparer une tasse de café, la boire, nettoyer complètement, sécher la tasse et la remettre dans le placard, ce qui se passe, c'est que même si vous faites de cet objectif apparemment anodin, votre objectif, en plus de rendre la cuisine plus propre, cela complète un circuit. Cela ferme le circuit dopaminergique. Et lorsque la dopamine est libérée, et elle le sera, peut-être pas au même niveau que publier un roman, mais dans une certaine mesure, la dopamine amplifie notre capacité à penser à l'avenir, à faire des plans supplémentaires qui n'ont rien à voir avec ce que vous venez de faire, et elle augmente littéralement la confiance et l'énergie. Pourquoi? Pour la raison suivante. On pense tous à l'énergie calorique, mais la plupart ignorent que l'adrénaline, l'épinéphrine, est une énergie neuronale. Si je devais enseigner 10 choses, celle-ci en ferait partie. C'est votre capacité à avancer malgré l'anxiété, à courir, à poursuivre tout objectif, qu'il soit cognitif ou physique. L'épinéphrine, qui est aussi l'adrénaline, c'est la même chose, est littéralement fabriquée à partir de la molécule de dopamine. Si vous regardez la cascade biochimique, la dopamine est convertie en adrénaline, qui est la base de toute l'énergie neuronale, et donc y compris la pensée. Et donc, si quelqu'un n'est pas en mesure de se fixer un objectif particulièrement ambitieux, comme un diplôme de 3e cycle, un livre, etc., la façon d'y parvenir est de terminer des choses dans son environnement immédiat, du début à la fin, et de fermer la boucle dopaminergique, littéralement. Oui, eh bien ce sont au moins des micro-récits. C'est exact. Oui, donc elles ne sont pas intégrées sur une longue période. Mais ce n'est pas rien. Et donc,
L'une des choses, eh bien, j'ai écrit à ce sujet dans mon premier livre, en particulier sur le fait de mettre sa vie, de mettre sa maison en parfait ordre. C'est comme, eh bien, si vous êtes perdu, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est regarder autour de vous, et voir quelle direction vous pouvez prendre localement, c'est réparer quelque chose. Je rappelais souvent à mes clients que c'était très important à savoir. Trouvez quelque chose que vous pourriez faire, qui améliorerait les choses, et que vous seriez prêt à faire. Et il y a aussi une forme d'humilité là-dedans. Parce que surtout si vous êtes dans un état de faible énergie, c'est comme « Oh mon Dieu, vous savez, je n'ai même pas assez d'énergie pour préparer le dîner. » C'est comme « Est-ce que tu as assez d'énergie pour mettre une fourchette sur la table ?» Et parfois les gens sont tellement déprimés que c'est vraiment tout ce qu'ils peuvent faire. C'est comme « Peux-tu faire un petit pas en avant, aussi minuscule soit-il ?» Et donc ça, Tu vois, je savais que l'adrénaline était un sous-produit ou en aval de la chaîne biochimique de la dopamine. Mais je n'en comprenais pas pleinement la signification. En gros, tu dis que mettre en place une micro-routine, comme laver une tasse et la ranger sur l'étagère, c'est positif car tu as une étagère avec des tasses. Tu as déjà décidé que c'est une façon appropriée de vivre que d'avoir tes tasses à café sur une étagère. Si tu nettoies la tasse et que tu la remets sur l'étagère, alors tu as fait des pas vers un micro-objectif précieux. Tu reçois un coup de dopamine qui devient de l'adrénaline et t'énergise. Ce qui ensuite. C'est en partie pourquoi cela agit comme antidépresseur. C'est exact. Ensuite, vous pouvez changer de comportement. Certaines classes d'antidépresseurs parmi les plus efficaces, encore une fois pas pour tous, sont de type dopaminergique ou adrénergique, n'est-ce pas? La priorone, à la différence des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, fait l'objet de nombreux débats car elle agit sur un autre système. Vous avez interrogé sur les changements d'expression génique. Il y a la neuroplasticité qui agit à court terme. L'accomplissement d'une tâche même triviale, comme ranger une tasse, va vous donner plus de dopamine, ce qui vous donnera plus d'adrénaline, ce qui, dans cette analogie où l'on est soit en retrait, soit sur la défensive, soit penché vers l'avant, peu importe d'où l'on part, disons que la dépression c'est être en retrait, cela va vous faire pencher un peu plus vers l'avant. Et ensuite, tout dépend de ce que vous en faites. Donc l'évaluation cognitive est essentielle. Comme le cortex préfrontal est crucial pour choisir la boucle qui se répète, l'évaluation cognitive reste essentielle. Je suis quelqu'un qui peut accomplir des choses même si elles sont petites. Ou vous pouvez aussi adopter une autre évaluation cognitive ici, qui est que les petites choses ne sont pas petites. C'est exact. Précisément pour la raison que nous venons de décrire. C'est comme si vous pouviez penser que faire quelque chose de local, comme ranger votre chambre, est insignifiant, mais ce n'est pas du tout évident que ce soit le cas. Ce n'est pas si trivial de mettre de l'ordre dans votre environnement immédiat. Cela peut aussi servir de tremplin pour instaurer l'ordre à plus grande échelle. C'est sûrement le tremplin nécessaire pour réussir. Et donc, cela peut sembler insignifiant, mais c'est un pas en avant, et aller de l'avant est une bonne direction, absolument. Ce n'est pas aussi insignifiant qu'on le pense. Félicitez-vous, même si vous êtes plus déprimé que d'habitude, en vous disant « c'est peut-être trivial, mais je l'ai fait ». C'est comme non. Si vous avancez, si vous vous penchez vers l'avant dans votre métaphore, ce n'est pas insignifiant. Vous continuez simplement à faire cela, et vous allez sortir de cet état de paralysie ou de repli. Puis, Dieu seul sait ce dont vous serez capable. Mon père était instituteur. Il est toujours en vie. Et il s'est désenchanté de l'enseignement en partie parce qu'on lui a retiré toute autorité dans sa classe. En cas de problèmes disciplinaires en classe, il fallait les signaler à la hiérarchie administrative supérieure. Et donc il sentait son autorité dans la classe lui échapper. Et c'était un enseignant assez autoritaire. Mon père était mon professeur de mathématiques en 6e. Je n'étais pas dans sa classe principale. Mais je me souviens, et en 6e, donc vers 12 ans, les enfants sont assez insistants et turbulents, tu sais. Et 10 minutes avant le début du cours, la première fois que mon père est entré dans la salle, tout le monde était silencieux parce qu'il avait une réputation. Et cette réputation, c'était « ne t'avise pas de l'embêter ». Et ce n'était pas parce qu'il était méchant. Tu sais, il avait du caractère et tu n'avais pas envie de le provoquer. Mais il était autoritaire, et il s'est aussi désenchanté de la télévision. Donc, quand il était jeune, et même quand j'étais jeune, il y avait des émissions comme Mes 3 fils et Papa a raison.
Peux-tu imaginer aujourd'hui une émission nommée « Papa a raison » ? La chose la plus proche que j'ai vue récemment, c'est Ted Lasso. C'est la seule sitcom que j'ai vue depuis environ 5 décennies, dans un certain sens, qui a un personnage principal masculin, vraiment positif. Donc bravo à Ted Lasso. On voit un peu ça dans les Simpsons, hein ? C'est ce qui rendait la série si subversive et intéressante, car Homer est un idiot maladroit. Marge a un certain avantage moral, mais pas totalement. Homer, lui, essaie au moins. Il n'est pas très malin, mais il essaie, et il aimerait être un bon père. Et il est fidèle à sa femme et à ses enfants. Et donc, il y a cette solidité sous-jacente de ce personnage masculin, mais c'est le condamner avec des louanges à peine méritées. Et maintenant, les jeunes hommes, ils sont attaqués. Essentiellement, il y a 2 aspects. L'un est que toute autorité masculine est perçue comme une oppression patriarcale. Et donc, imaginez maintenant que vous êtes un jeune homme ambitieux, ce qui est l'élan vers cette autorité. Eh bien, tout cela n'est qu'une manifestation de la dynamique de pouvoir chez les hommes qui a produit la tyrannie coloniale oppressive et patriarcale. Et donc maintenant, vous êtes un jeune homme moral. Vous pensez, eh bien, non seulement mon ambition doit être remise en question, mais elle doit être complètement étouffée parce qu'elle n'est rien d'autre qu'une manifestation du pouvoir. Imaginez que vous parveniez peut-être à échapper à cela par quelques manœuvres, mais il y a alors une autre attaque qui vous attend, à savoir que toute activité humaine n'est rien d'autre qu'une partie de la force qui dévore la planète, et qui va tous nous plonger dans les flammes. C'est comme « Ah, super !» Donc non seulement je fais partie de la force patriarcale oppressive, mais je suis aussi le profanateur de Mère Nature. Et donc, si vous dites ça constamment aux garçons, et c'est le cas, et qu'en plus vous dites que toutes les avances cabiti sexuelles qu'ils font envers les femmes, sous quelque forme que ce soit, doivent être considérées avec un extrême scepticisme. Et ensuite, vous leur donnez de la pornographie en continu, donc il y a une échappatoire facile, et c'est incroyablement puissant. Oh, c'est une drogue. Eh bien, vous savez, personne ne réfléchit vraiment à ça dans un certain sens, mais n'importe quel garçon de 12 ou 13 ans peut maintenant voir plus de femmes nues magnifiques en 15 minutes que le roi le plus riche de l'histoire n'en a jamais vu dans toute sa vie. Vous pensez, eh bien, vous savez, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Mais si, il faut s'en inquiéter. C'est un énorme problème. Et c'est un problème démoralisant parce que ça offre une échappatoire facile. Si votre ambition n'est là qu'une manifestation juvénile du pouvoir à écraser au plus tôt, et que les écoles le font en punissant les garçons qui jouent. Donc, l'hyperactivité ressemble à un comportement de jeu réprimé. Il existe aussi de bons modèles animaux pour cela. Si vous privez les jeunes mâles animaux de jeu, de nombreuses expériences, notamment avec des rats très joueurs, l'ont montré. Si vous les privez de jeu, ils joueront de façon hyperactive dès que vous leur en donnerez l'occasion. Vous pouvez l'éliminer avec du méthylphénidate, la ritaline. Cela supprime le comportement de jeu. Maintenant, ça focalise l'attention, déficit de l'attention. Non, probablement pas. Ces garçons ont juste besoin de passer plus de temps dehors à courir et jouer que ce qu'on leur accorde avec leur comportement bruyant et compétitif. Vous savez, la compétition n'est pas nécessaire. Tous les jeux devraient être coopératifs, ce qui est absurde. Ce n'est pas un jeu s'il est juste coopératif. C'est une vision très stupide de la coopération. Par exemple, si toi et moi jouons au basket en 1 contre 1, alors est-ce qu'on coopère ou est-ce qu'on est en compétition ? Eh bien, as-tu apporté un échiquier ? Non. Tu es venu jouer au basket, c'est de la coopération. Nous avons fixé les règles, c'est aussi de la coopération. Évidemment, c'est fondamental. On joue au même jeu. Ça, c'est de la coopération. Réfléchis-y bien. Alors, est-ce qu'on est en compétition ? Eh bien oui, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on se gêne mutuellement, d'une certaine manière, pendant qu'on essaye d'atteindre l'objectif. Mais on le fait de façon à mieux atteindre l'objectif. Parce que si tu me mets un obstacle, ce que tu fais si on joue en 1 contre 1 au basket, tu es en train de le faire. Tu rends difficile pour moi d'atteindre la cible. Et donc ça veut dire que tu m'aides à devenir meilleur pour atteindre la cible. Et si on fait ça de façon optimale, alors c'est amusant. Et tu pourrais demander, pourquoi ? Eh bien, le mot « péché » vient d'un mot grec, hamartia. Il existe aussi une piste sémantique parallèle dans la tradition juive avec la même structure sous-jacente. Hamartia est un terme d'archerie. Cela signifie rater la cible. Notre but est donc de l'atteindre.
Mais quelle est-elle? Voilà la question. C'est une question difficile. Nous essayons d'atteindre la cible. Comment le savez-vous? Que font les gens quand ils font du sport? Pratiquement tous les sports tournent autour du fait d'atteindre la cible. Cela peut signifier franchir la ligne d'arrivée en premier, donc viser à être le plus rapide, comme en natation. Ou cela peut être le football, et toutes ses variantes. Évidemment, là aussi, il s'agit d'atteindre la cible. C'est ce qu'est le basketball. C'est ce qu'est le tir. C'est ce qu'est le tir à l'arc. Tout cela consiste à atteindre la cible. Maintenant, nous chassons des créatures. Nous opérons sur une plateforme de chasse, et sommes des chasseurs visuels, toujours à observer et viser des cibles. En compétition, nous nous fixons un objectif commun. Ensuite, nous créons une adversité qui renforce nos compétences, en nous entraînant à atteindre la cible. Est-ce de la compétition? C'est comme, eh bien non, ce n'est pas de la compétition dans le sens où le but est de te vaincre, même si je vais essayer de gagner parce que sinon le jeu n'est pas amusant. Le vrai enjeu c'est, pouvons-nous nous améliorer durablement pour atteindre la cible plus efficacement? Et les hommes? Surtout sur le terrain de sport, bien sûr, les femmes font ça aussi, mais c'est en quelque sorte une entreprise plus masculine. C'est une entreprise masculine, pas une entreprise d'hommes, pas réservée uniquement aux hommes. C'est renforcer votre capacité à atteindre la cible. S'en écarter, c'est le péché. C'est ce que ça signifie. C'est très utile de le savoir. Parfois, tu rates la cible et tu te sens coupable. Tu devrais l'être. Tu dois atteindre la cible. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la frontière entre l'ordre et le chaos. La cible, c'est l'engagement ludique dans une bonne conversation. Un jeu vraiment intense. Un jeu intense, c'est quand tu y es sérieux. La personne qui te pousse jusqu'à ta foutue limite, et vice-versa. Jung, le psychanalyste, a dit « Le fou précède le sauveur ». Pourquoi? Parce que le fou dira la vérité, n'est-ce pas? Et tu ne peux pas te racheter sans dire la vérité. Et à la cour, donc la cour pourrait être l'endroit où règne le roi maléfique. Et c'est une possibilité, la cour du roi. Peut-être que le roi maléfique règne, alors il te faut un fou, car il est méprisé. Donc le fou peut tout dire. Alors est-ce que le fou est vraiment le fou ou le roi? Si seul le fou peut tout dire librement, rien ne prouve que le roi dirige vraiment. Il se pourrait que ce soit le fou qui ait le vrai pouvoir. Mais il n'a pas la responsabilité qui va avec. Il doit être drôle, c'est vrai. C'est vrai. Eh bien donc c'est une responsabilité. C'est une responsabilité de dire la vérité. Ce n'est pas l'administrateur, n'est-ce pas? Mais c'est au moins la personne qui transmet la vérité dans la culture. Et c'est certain que les comédiens font ça. Un signe distinctif de quelqu'un à qui on ne peut pas faire confiance, c'est « Eh bien, je n'ai aucun sens de l'humour, je ne vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. » C'est comme « Oui, effectivement, tu ne vois pas. » C'est triste. Certains sujets ne devraient pas être moqués par les comédiens. Comme si tu décidais de ça, non? C'est toi qui vas décider ce que les gens ont le droit de trouver drôle, cette manifestation inconsciente. Tu vas réguler ça. Et tu vas fièrement affirmer que oui, je vais réguler ça, et que tout ira mieux grâce à cela. C'est ça. Si tu es le genre de tyran qui ne supporte pas, si tu es le genre de roi qui ne supporte pas le bouffon, alors tu es un tyran. J'aimerais qu'on se souvienne de moi, je suppose, comme quelqu'un qui était encourageant, parce que c'est principalement ce que je pense faire, encourager les gens. C'est comme, oui, tu as plein de problèmes, et tu es rempli de serpents et tout ça, mais pas fondamentalement. Tu es celui qui peut affronter les serpents, fondamentalement. Donc, si tu étais prêt à le faire, et vraiment, non seulement je le crois dans un certain sens, mais je sais que c'est vrai. Je sais que c'est vrai, donc j'essaye de dire ça aux gens, c'est comme, oui, tu es un cas désespéré. Mais il y a bien plus en toi que tu ne le penses. Vraiment beaucoup plus. Assez pour affronter les problèmes du monde en toi. Il y a assez pour y faire face. Avec assez de courage, tu pourrais le laisser sortir. Avec assez de courage et de foi, tu pourrais laisser ça sortir. Et tout irait mieux grâce à ça. Les gens me poursuivent depuis longtemps parce que je m'adresse à de jeunes hommes désabusés. Tu sais, quel acte terrible de faire ça. Je croyais que les marginalisés devaient avoir une voix.
Ça t'émeut, parle de ça. Eh bien, mon Dieu, tu sais. C'est très difficile de comprendre à quel point les gens sont démoralisés. Et certainement, beaucoup de jeunes hommes sont dans cette catégorie. Et on entend ces insultes banales, ces incels. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est comme si ces hommes ignoraient comment plaire à des femmes très exigeantes. Tant mieux pour elles. Les femmes, soyez exigeantes. C'est vraiment votre atout. Attendez de vos hommes des standards élevés, c'est normal. Mais tous ces hommes qui sont aliénés, c'est comme s'ils étaient seuls. Et ils ne savent pas quoi faire. Et tout le monde s'acharne sur eux. Quand elle a dit ça, Olivia Wilde, ça t'a blessé, n'est-ce pas ? Je te l'ai dit. Oh, à ce moment-là, tu sais, en ce qui concerne les critiques, c'était plutôt bas niveau. Je veux dire, une fois qu'on m'a dépeint comme crâne rouge, tu sais, la super Nancy magique, c'était un peu la fin des insultes. Il n'y a rien au-delà de ça. Quand Olivia Wilde a fait ses commentaires, j'ai d'abord regardé la bande-annonce de son film que j'ai bien aimé. Je me suis dit que j'irais probablement voir ce film, et peut-être que je le ferais. Ça ne m'a pas vraiment dérangé. Ma famille et moi en avons parlé tout de suite, étant vraiment tendant, et nous avons pu y répondre avec un certain humour, ce que les gens ont complètement mal compris. J'ai dit que j'espérais que, vous savez, si quelqu'un devait m'incarner, je pense que ce serait Chris Wilde, parce que c'est un homme très séduisant, donc ça me va, vous voyez ? Et puis j'ai dit quelque chose comme « J'espère qu'il saura reproduire mon style vestimentaire quand il m'incarnera. » Et c'était une blague. Tout ça, c'était une blague. Tu as été très maîtrisé aujourd'hui. Pourtant, tu es soudain devenu très émotif. Pourquoi ? C'est vraiment quelque chose à voir. Constamment. Combien de personnes meurent faute d'un mot d'encouragement ? Et comme il est facile de le faire si on fait attention. Vous savez, il faut reconnaître le mérite là où il est dû. Et de dire « Tu es une force positive si tu veux. » Crois-tu que tu es à nouveau une force positive ? Net ? Oui. Dans tous les détails ? Probablement pas. Tu sais, personne n'est parfait. Alors ? Les gens font des erreurs en gravissant la pente. Mais je vais te dire autre chose qui est vraiment étrange. Je ne comprends pas ça non plus. Plus de 90% de ceux qui regardent mes vidéos YouTube sont des hommes. C'est surprenant, car environ 80% des étudiants en psychologie sont des femmes, ce qui est inattendu. On pourrait penser que la plupart sont des femmes, peut-être liées à ma position politique. J'ai envisagé cette possibilité. J'ai consulté les données démographiques que j'ai. Avant mes vidéos politiques, 85% de mes spectateurs étaient des hommes. Ce chiffre a même un peu augmenté. Ça a augmenté de 6%. Et ce n'est pas négligeable, mais c'était quand même majoritairement des hommes. Donc c'était intéressant. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Pourquoi exactement ? Et maintenant, j'observe les foules quand je leur parle. Et les foules venues me voir lors du débat sur la liberté d'expression à l'université de Toronto. Et je l'ai en fait remarqué et commenté avant que le débat n'ait lieu, parce que je parlais des différences intrinsèques entre les hommes et les femmes. Et j'ai regardé autour de la salle et je me suis dit, tiens, 80% des personnes dans cette salle sont des hommes. Alors j'ai demandé à toutes les femmes de se lever, puis à tous les hommes de se lever. J'ai dit, regardez, voici une expérience naturelle. Pour une raison inconnue. 80% des visiteurs ici étaient des hommes. Beaucoup pensèrent que j'étais fou de le faire, c'était risqué. Mais je me suis dit, non, il se passe quelque chose ici. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que chaque apparition publique que j'ai faite, en lien avec les sujets dont nous parlons, concerne majoritairement des hommes. C'est comme si c'était 85 à 90%. Je me suis dit, waouh, c'est étrange. Que se passe-t-il ici ? Et puis, l'autre chose que j'ai remarqué, c'est que j'ai beaucoup parlé aux foules auxquelles je m'adresse. Non pas de droit, mais de responsabilité, n'est-ce pas ? Tu ne peux pas avoir cette conversation. Que fais-tu ? On ne peut parler des droits sans évoquer la responsabilité, car tes droits impliquent ma responsabilité. C'est ce qu'ils sont, techniquement. Donc tu ne peux pas avoir que la moitié de cette discussion, or c'est tout ce qu'on a. Et la question est,
Qu'est-ce que tu laisses de côté si tu n'as que cette moitié de la discussion? Et la réponse, c'est que tu laisses de côté la responsabilité. Et ensuite, la question, c'est qu'est-ce que tu laisses de côté si tu laisses de côté la responsabilité? La réponse pourrait être peut-être que tu ignores le sens de la vie. C'est ce que ça me semble être. C'est comme, te voilà, en train de souffrir. Qu'est-ce qui rend tout ça valable? Les droits. Tu sais, tu es complètement à côté de la plaque. Tu n'as aucune idée de ce que tu... C'est presque impossible de décrire à quel point c'est une mauvaise idée. Responsabilité. Donner un sens à la vie, c'est comme soulever une charge. Alors tu peux te tolérer toi-même, n'est-ce pas? Parce que regarde, tu es inutile, facilement blessé, facilement tué. Pourquoi devrais-tu te respecter? C'est l'histoire de la chute. Prends quelque chose et porte-le. Rends-le assez lourd pour que tu puisses te dire « Aussi inutile que je sois, j'ai au moins déplacé ça d'ici à là-bas. » Ce qui est génial, c'est que lorsque j'en parle à ces foules, les yeux des hommes s'illuminent. Mais cette histoire de responsabilité, c'est tout un autre niveau. C'est que les jeunes hommes en ont tellement faim, c'est incroyable. Je regardais les Simpsons l'autre jour. J'ai vu le premier épisode et je l'ai déconstruit. C'est vraiment intéressant. Dans le premier épisode des Simpsons, c'est Noël et Homer. Et Marge achète des cadeaux. Mais Homer ne reçoit pas sa prime. Et donc il est complètement anéanti par ça. C'est un thème récurrent dans les Simpsons. Homer perd souvent son travail ou n'arrive pas à gagner assez d'argent. Il est totalement anéanti, même s'il est inutile, maladroit, rieur, un vrai idiot. Cette série tire son âme du fait qu'il reste tourné vers sa famille. C'est ce qui le rend honorable, c'est que, aussi idiot soit-il, il a décidé d'assumer la responsabilité de sa famille et d'essayer de la porter. Ce n'est pas un idiot, c'est un saint fou. C'est très intéressant de voir cette histoire, car il souffre beaucoup de ne pas pouvoir remplir sa responsabilité. Eh bien, ça, c'est pour les hommes. Les femmes ont leur propre lot de responsabilités. Ce ne sont pas les mêmes, n'est-ce pas? Parce que c'est compliqué. Car les femmes, bien sûr, doivent assumer la responsabilité principale d'avoir des enfants, au moins, mais aussi de s'en occuper. Elles sont structurées différemment des hommes. Par nécessité biologique, même si ce n'est pas un problème psychologique, et c'est aussi en partie un problème psychologique. Les femmes savent ce qu'elles ont à faire. Les hommes doivent découvrir ce qu'ils ont à faire. Et s'ils n'ont rien qui vaille la peine de vivre, alors ils restent Peter Pan. Et pourquoi diable pas? Parce que l'alternative à la responsabilité valorisée, c'est le plaisir impulsif et vulgaire. Nous avons rencontré certains de vos fans et nous avons eu l'impression qu'ils étaient tous des hommes, ceux à qui nous avons parlé, et qu'ils avaient du mal avec leur virilité et que vous leur apportez cela, le message que c'est normal d'être un homme. Ce n'est pas normal, c'est nécessaire. Qu'est-ce qu'on va faire sans les hommes? Regardez autour de vous dans la ville, vous voyez tous ces bâtiments qui s'élèvent. Ces hommes, ils font des choses impossibles. Ils sont sous les rues à travailler sur les égouts. Ils sont en haut des lignes électriques pendant les tempêtes et la pluie. Ils maintiennent cette infrastructure impossible en fonctionnement. Cette chose qui marche de façon miraculeuse. Ils travaillent jusqu'à l'épuisement. Et souvent, littéralement. Et la gratitude pour cela fait cruellement défaut, surtout parmi les personnes qui devraient être les plus reconnaissantes. Vous voyez, les professeurs d'université, surtout ceux qui sont portés sur la justice sociale, qui comptent parmi les personnes les plus protégées et privilégiées que le monde ait jamais connues, tiennent tout ce qu'ils ont pour acquis, sans comprendre du tout qu'il existe une immense infrastructure d'hommes de la classe ouvrière, incroyablement travailleurs et solides, qui se brisent en deux, régulièrement, pour s'assurer que tout ce qui tombe toujours en panne fonctionne. Alors, un peu de gratitude pour cela serait de mise. Et il est très utile de dire à tout le monde, pas seulement aux hommes, qu'ils ont un rôle important à jouer, un rôle nécessaire, et que s'ils agissent correctement, honnêtement et avec franchise, ils peuvent remettre leur vie en ordre et aider leur famille.
Tout ne se résume pas au pouvoir. Et en fait, si vous essayez de gouverner vos relations sur la base du pouvoir, vos véritables relations, vous échouerez. Alors imaginez que votre femme, disons, vous allez simplement utiliser le pouvoir pour interagir avec elle. Eh bien, essayez et voyez ce qui se passe. Vous savez, elle sera malheureuse et sûrement pleine de ressentiment. Peut-être a-t-elle plus de pouvoir que vous quand ça se complique. Qui le sait? Les femmes ne se laissent pas facilement opprimer et ont leurs propres astuces. Et donc au minimum, vous allez vous retrouver dans une relation sans amour, basée sur la méfiance mutuelle. Imaginez maintenant, utilisez le pouvoir avec vos enfants. Parfois, il faudra faire preuve de discipline. Vous devrez peut-être établir les règles du jeu, ce qui n'est pas la même chose que de les contraindre par l'oppression. Si votre relation avec vos enfants repose sur la domination, vous êtes un tyran. Si vous tentez cela avec vos amis, vous n'en aurez plus. Au mieux, vous n'aurez que des sbires, présents uniquement parce qu'ils espèrent profiter de votre pouvoir. Donc, ce sont le pire genre d'amis, parce qu'ils ne sont même pas assez sûrs d'eux pour être des brutes par eux-mêmes. Ils doivent aller se cacher derrière une brute et devenir des sous-brutes, ce qui est lamentable. Si tu exerces le pouvoir dans tes relations pro, personne ne sera aligné avec toi. Dès que tu fais une erreur ou montres une faiblesse, tes associés professionnels que tu viens de surpasser grâce à ton pouvoir te poignarderont dans le dos et partiront. Donc, c'est une théorie absurde, ça ne fonctionne même pas pour les chimpanzés. Donc, les meilleures recherches qui ont été faites sur les chimpanzés jusqu'à présent, elles ont été réalisées par Frans de Waal. De Waal étudie les chimpanzés depuis 3 décennies, et il a écrit une série de livres sur l'émergence d'une proto-moralité chez les chimpanzés. Les chimpanzés doivent vivre en groupe social pendant des décennies, et on peut les appeler des amitiés parce que c'est l'analogue le plus proche. Ils doivent entretenir ces amitiés, sans dominer, sinon ce n'est pas une vraie amitié. Ils doivent les entretenir par le toilettage mutuel et la prise en charge les uns des autres. Et donc, ce que Frans de Waal a montré, c'est que le chimpanzé alpha, alors on pense au chimpanzé alpha comme le plus fort, le plus dur du groupe, vous savez. Il tape sur des bâtons et menace tout le monde. Il grimpe dans la hiérarchie, comme les marxistes l'imagineraient. Il établit sa supériorité sexuelle et propage ses gènes. Et la vérité, c'est que c'est mieux que d'être faible, inutile et de mourir, mais ce n'est pas aussi bien que d'être réellement réciproque. Frans de Waal a montré que chez les chimpanzés, le mâle alpha peut parfois être le plus petit du groupe, ce qui est très intéressant. Mais plus important encore, le chimpanzé alpha est le membre le plus réciproque de tout le groupe. Donc il garde un œil sur ses relations sociales, il toilette ses amis. Ils interagissent constamment, comme s'il entretenait des relations sociales de façon frénétique. Et il y a 2 avantages à cela, en dehors du fait qu'il atteint un certain degré de respect, disons, une autorité et un certain accès sexuel préférentiel. Donc c'est une bonne stratégie biologique. La troupe est souvent plus stable émotionnellement, en partie parce qu'elle n'est pas dirigée par un tyran, disons, qui perturbe toujours les choses. Mais l'alpha, qui est réciproque, peut aussi avoir un long règne. Parce que si vous êtes l'un de ces chimpanzés qui utilisent d'abord la manipulation et le pouvoir pour gravir la hiérarchie, dès que vous montrez un signe de faiblesse, 2 des mâles que vous avez opprimés vont s'allier, ce que les chimpanzés font très bien, et vous déchirez en morceaux. Et donc Frans de Waal a écrit des récits très effrayants, très explicites de ces révolutions contre la tyrannie dans les groupes de chimpanzés. Ceux qui disent que seul le pouvoir motive n'ont aucun argument valable. Ce n'est pas vrai. Encore 2 choses. Si vous pensez que le pouvoir est la seule motivation, vous êtes alors justifié de l'utiliser à chaque étape, car il n'y a rien d'autre que le pouvoir. Alors pourquoi ne pas utiliser le pouvoir? C'est donc plus une confession qu'une accusation. Et deuxièmement, lorsque les systèmes se détériorent, le pouvoir émerge comme une motivation fondamentale. Et donc, une partie de la raison pour laquelle les marxistes et les postmodernistes peuvent être si attirants dans leur critique, c'est parce que le pouvoir corrompt réellement. Chaque fois que vous observez une entreprise sociale, une famille ou une relation personnelle, on peut dire qu'à un certain niveau,
vous êtes corrompu par un mauvais usage du pouvoir. Et parfois, cela peut complètement devenir incontrôlable, n'est-ce pas, et être le phénomène dominant qui se produit dans les États totalitaires. Et vous dites, eh bien, tout tourne autour du pouvoir. Eh bien, c'est le cas quand les choses sont complètement corrompues. Dire que tout repose sur le pouvoir, c'est une toute autre proposition. C'est plutôt, attendez, tout ce qui est corrompu est basé sur le pouvoir. Mais tout n'est pas corrompu. Nous n'avons pas toujours été des êtres linguistiques, n'est-ce pas? Nous avons divergé des ancêtres communs, avec les chimpanzés, il y a environ 6 millions d'années. Durant ces 6 millions d'années, nous avons d'abord appris à nous imiter, puis à nous représenter en images et en actions, avant de nous exprimer par le langage. Ainsi, une grande partie des connaissances que nous possédons sont ancrées dans notre incarnation, mais aussi dans la façon dont cette incarnation s'est façonnée, au fil de périodes extraordinairement longues. Donc, il y a une manière implicite d'être dans votre forme incarnée. Mais plus important encore, il y a une manière implicite d'être qui découle du fait que nous avons existé au sein de structures sociales hiérarchiques, bien plus longtemps que nous ne partagions, par exemple, un ancêtre commun avec les grands singes. Donc cela fait peut-être des centaines de millions d'années que nous sommes intégrés dans une hiérarchie. La question est donc, si nous sommes intégrés dans une hiérarchie depuis environ 350 millions d'années, qu'en est-il ? Y a-t-il des caractéristiques qui permettent de gravir la hiérarchie de façon fiable ? Parce que s'il y en a un, vous voyez, monter dans la hiérarchie augmente la probabilité de succès reproductif. Donc, en fait, il n'y a rien de plus important à déterminer au cours de 350 millions d'années à l'intérieur d'une hiérarchie que la façon dont vous pouvez vous hisser de manière fiable vers le haut de la hiérarchie. Et on peut considérer cela, d'une certaine manière, comme la source des idéaux. Eh bien, voici une façon concrète de penser à cela. Vous savez, si vous réunissez 100 hommes, ils vont s'organiser en une structure hiérarchique. Ils doivent le faire, sinon ils vont rester dans le chaos et se battre. C'est l'autre alternative. Et donc, mais la façon dont les personnes qui vont arriver au sommet, elles peuvent y arriver grâce à leur simple force physique et leur puissance, mais elles peuvent aussi y arriver parce qu'elles sont très compétentes dans certains domaines. Et c'est comme si tous les hommes allaient se réunir et voter. Et peut-être que cela arriverait vraiment, pour déterminer qui incarne le mieux l'esprit du groupe et à qui il faudrait accorder le leadership. Et dans un contexte évolutif d'ailleurs, cela aiderait aussi à s'assurer que cette personne transmette ses gènes à la génération suivante. Et ce n'est pas un effet anodin, surtout chez les hommes. C'est un effet important. Parce qu'en gros, la moitié des hommes ne réussissent pas à se reproduire. Donc il y a une sélection féroce, disons, chez les hommes. Eh bien, on peut aussi observer cela chez les chimpanzés. Ils ont des hiérarchies de dominance. Certains chimpanzés montent au sommet. Et on pourrait penser que c'est le chimpanzé des cavernes, celui qui est le meilleur pour écraser tous ses rivaux. Mais il s'avère que ce n'est pas exactement le cas. Frans de Waal a brillamment détaillé cela grâce à ses recherches sur les chimpanzés. Il a découvert que le chimpanzé tyran avide de pouvoir peut régner un temps, mais son royaume reste très instable. Et la raison à cela, c'est qu'il n'est pas très doué pour le toilettage mutuel. Il n'est pas doué pour créer des liens sociaux avec les autres mâles, il n'est pas populaire auprès des femelles, et il ne s'occupe pas des jeunes. Essentiellement, même s'il est le plus méchant et dur du groupe, deux chimpanzés subordonnés s'allient, deviennent amis, se toilettent et se soutiennent. Et un jour, il a une mauvaise journée parce qu'il a mangé trop de bananes fermentées la veille, et ils le mettent littéralement en pièces. Bref, ce que Frans de Waal a découvert, c'est qu'en réalité, ce sont les chimpanzés qui sont plus, on pourrait dire, humains. Bien que chimpanzés, je ne sais pas quel est l'équivalent. Disons humains, qui parviennent à produire des hiérarchies plus stables et réussissent en fait à rester au sommet beaucoup plus longtemps. Et ils considèrent cela comme l'émergence d'une moralité implicite, n'est-ce pas ? C'est une moralité qui s'exprime par les actes. Alors, on se dit qu'il y a différentes façons de gravir une hiérarchie. Il y a de meilleures et de moins bonnes façons. Les meilleures façons vous permettent de vivre plus longtemps dans une hiérarchie plus stable. Et le bénéfice évolutif de cela, c'est que vous laissez plus de descendants. Ainsi, la hiérarchie elle-même devient un mécanisme de façonnage très puissant qui détermine comment les gens vont s'adapter, car c'est la méthode principale de sélection.
Donc, il y a une éthique là-dedans. Il y a une éthique qui émerge des interactions sociales, mais elle est rapidement transformée en un dispositif de sélection biologique. Et donc, nous sommes sélectionnés. Et c'est particulièrement vrai chez les êtres humains, parce que chez les chimpanzés, les femelles s'accouplent sans discrimination. C'est-à-dire qu'une femelle chimpanzé en chaleur s'accouplera avec n'importe quel mâle chimpanzé. Les mâles dominants chassent les subordonnés, ce qui leur donne plus de chances de laisser une descendance, mais pas grâce aux femelles. Mais les femelles humaines sont différentes. Les femelles humaines exercent un choix, et un choix assez brutal, on pourrait le dire ainsi. Elles sont très difficiles, ce qui semble nous distinguer des chimpanzés. Et ce qui semble se passer, en gros, c'est que la hiérarchie de dominance masculine élit des hommes aux échelons supérieurs de la hiérarchie, et ensuite les femelles choisissent parmi ceux du sommet. Et donc, cela signifie que l'on peut dire que les êtres humains sont le résultat d'une intense compétition de dominance masculine. Ce n'est pas forcément de la dominance, mais une compétition pour les hauts rangs de la hiérarchie, médiée par la sélection féminine. L'une des choses très intéressantes à propos de l'Exode, c'est que lorsque Dieu dit au tyran pharaonique de libérer les Israélites, il utilise toujours la même phrase, et on n'entend jamais que la moitié de la phrase. Il fait dire à Moïse « Laisse aller mon peuple ». Vous entendez cette phrase tout le temps, mais vous n'entendez pas la seconde moitié de la phrase, répétée 9 fois, une pour chaque plaie, ou peut-être 10, puisqu'il y en a 10. Si vous comptez la dévastation des premiers-nés, c'est la 10e plaie. Dieu dit à Moïse, « Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. » Et c'est vraiment intéressant, hein, parce que ce n'est pas ça. Et Denis Praguer a fait remarquer que le mot « liberté » n'est jamais utilisé dans le récit de l'Exode. Et c'est parce que la liberté face à la tyrannie n'est pas de l'hédonisme. Ce n'est pas la poursuite aveugle des passions. C'est la servitude envers un but supérieur. La véritable liberté, c'est la servitude envers un but supérieur. Une servitude volontairement acceptée envers un but supérieur, peut-être le but le plus élevé. C'est ce à quoi Dieu appelle les Israélites. Et tu dis dans ton livre ici, le but c'est le sens. C'est incroyable si c'est vrai. Le sens vient du but, surtout quand il s'agit de devoirs, de responsabilités et de sacrifices. Je pense que c'est vrai, profondément vrai. Le but, c'est le sens, et le sens, c'est le bonheur. Nous ne pensons pas assez au bonheur, et quand nous y pensons, nous n'y pensons pas forcément de la bonne manière. Le bonheur n'est ni la joie, ni le divertissement. C'est une condition ontologique essentielle à notre existence humaine. Il est remarquable que lorsque les fondateurs ont rédigé la déclaration d'indépendance, ils aient mentionné d'emblée 3 choses auxquelles nous avons tous droit: la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Un peu plus tard, vous dites qu'il faut comprendre que votre but peut être grand aux yeux du monde, ou il peut être ordinaire et apparemment modeste. Votre but peut être votre famille, vos enfants, ou aider un enfant à faire ses devoirs et changer sa vie. Cela pourrait être l'entreprise que vous avez créée, ou le nettoyage de votre quartier. Cela peut résider dans l'aide que vous apportez, ou dans l'exemple que vous donnez. Et puis vous dites, comme l'a dit John Adams, notre constitution n'a été faite que pour un peuple moral et religieux. Elle est totalement inadéquate pour gouverner tout autre peuple. Et donc, j'aime la façon dont tout cela est lié ensemble. Vous savez que le bonheur se trouve dans la recherche de sens et de but, et que cela est lié au devoir et à la responsabilité envers les autres. Je pense que c'est fondamentalement vrai, et je crois vraiment que c'est la voie pour sortir de la souffrance la plus profonde. Tu veux être quelqu'un qui sait prendre une blague. Tu veux être productif. Oui, c'est la meilleure définition de la charité chrétienne que j'ai lue, peut-être même de la charité en général. Générosité plus productivité. Et les gens aiment insister sur le premier point, surtout quand ils ne sont pas le second. C'est comme « je suis généreux ». C'est comme « oui, mais tu n'as rien, donc tu vois ». Je ne parle pas ici des personnes qui n'ont rien, mais veulent partager.
Je parle des gens qui rabaissent les personnes productives tout en vantant leur propre générosité, et en oubliant que tu serais encore meilleur pour être généreux si tu étais aussi productif. J'entends souvent les socialistes dire que Jésus était socialiste. C'est un refrain courant de la gauche progressiste et des... Vous devriez vouloir faire la charité. J'ai précisé que Jésus ne disait pas de prendre aux autres ou de les forcer à donner, ce n'était pas son message. Il a dit, vous devez être généreux avec vos biens, avec votre temps, avec votre travail. C'était ce qu'il disait. C'était une générosité du cœur, pas une exigence envers les autres. C'est exact. Eh bien, c'est absolument 100% correct. C'est une injonction vers la forme la plus élevée de sacrifice de soi. Point final. Évidemment, c'est ce que signifie la crucifixion. L'acceptation de cette mort catastrophique, de toute la, comment dire, la tragédie de la vie. Et même une acceptation encore plus radicale de la nécessité d'affronter l'enfer. C'est le sacrifice de soi. Ce n'est pas demander des actions morales de la part des autres en votre nom. Certainement pas, à 100%. Et ce sacrifice de soi est exigé même si vous êtes innocent. Donc, c'est encore plus que ça. Vous souhaitez retarder la gratification. Cela rejoint ce que nous avons évoqué plus tôt sur la capacité à se traiter comme une communauté à travers le temps. Parce que retarder la gratification signifie sacrifier l'hédonisme du présent pour la sécurité et la répétabilité du futur. Et donc, c'est un signe de maturité. C'est aussi la capacité à faire des sacrifices. C'est pourquoi le motif du sacrifice est tellement mis en avant dans l'Ancien Testament. Il faut faire des sacrifices. Mais à quoi ? Eh bien, à ce que vous valorisez. Eh bien, quelle est la valeur la plus élevée ? Eh bien, par définition, c'est Dieu. Alors, sacrifiez-vous à Dieu ? Eh bien, si vous faites un sacrifice, vous sacrifiez à un Dieu. Vous ne sacrifiez peut-être pas, donc vous êtes immature. Ou alors, vous sacrifiez à un Dieu moindre. Peut-être devriez-vous vous ressaisir. Tout cela est intimement lié à la notion de capacité à différer la gratification. Dieu dit à Adam et Ève qu'ils devront travailler après leur expulsion du jardin d'Éden. C'est comme, eh bien, maintenant, vous devez travailler, parce que vous êtes conscient du futur. Eh bien, c'est un appel au sacrifice, parce que le travail est un acte sacrificiel. La question est donc, au service de quoi ? Un autre chapitre du livre s'intitule « Fais quelque chose de difficile ». C'est très direct à ce sujet. Mais notre objectif est que il y a un problème dans notre société où nous faisons de notre mieux pour éliminer toute forme de souffrance, comme si nous pensions qu'il existe une utopie où la souffrance pourrait être complètement retirée de nos vies. C'est une fausse promesse, un faux Dieu. C'est impossible. Et pire encore, cela empêche le sacrifice dont tu parles. Cela empêche cette ascension difficile parce que les gens ressentent, on leur dit de ressentir qu'il y a une forme d'injustice si tu dois travailler plus dur que les autres pour obtenir quelque chose. Et ils sont aveuglés quant à la raison. Et regarde, peut-être que tu dois effectivement travailler plus dur que quelqu'un d'autre pour arriver au même point. Je ne dis pas que c'est impossible, mais... Nous le faisons tous. Tu sais, c'est pareil pour nous tous. Avec notre héritage génétique, certaines choses sont faciles, d'autres presque impossibles, et demandent beaucoup d'efforts. Et je ne dis pas non plus que certaines personnes ne sont pas, comment dire, condamnées d'une certaine manière fondamentale sur plusieurs plans en même temps. J'ai eu des personnes dans ma pratique clinique et rencontré des gens dans ma vie privée qui sont accablés par tant de difficultés en même temps que c'en est presque incompréhensible. Donc, je ne dis pas qu'il y a quelque chose d'équitable là-dedans, mais nous devons tous travailler très dur sur certains aspects pour être meilleurs et faire mieux. Il ne m'est pas non plus évident que ce soit vraiment. Un prix insupportable en un certain sens, mais c'est aussi l'aventure de discipline la plus fondamentale. N'est-ce pas ? Et nous savons, je ne sais pas ce que c'est pour toi. Je soupçonne que c'est pareil, mais quand je regarde en arrière dans ma vie, je pense, quand je réfléchis de façon positive, je me dis, eh bien, c'était vraiment difficile, mais ça en valait la peine. Ces deux choses sont étroitement liées, n'est-ce pas ? On ne dit généralement pas, c'était facile, mais ça valait la peine. Et donc, ce que cela semble signifier, c'est que la difficulté est intrinsèquement liée à la récompense. Et puis, bien sûr, nous le savons, n'est-ce pas ? Parce que, à quel point êtes-vous heureux, même pour quelqu'un d'autre, lorsque vous le voyez surmonter d'immenses obstacles pour atteindre quelque chose de valeur ?
tout le monde se lève et applaudit quand cela arrive, vous savez ? Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, et que vous ne savez pas si vous devez changer de direction, imposez-vous l'obligation de choisir quelque chose de plus difficile avant de changer de direction. Il y a un aléa moral, non ? Suis-je malheureux ou juste inutile ? C'est comme, bon, un peu de la colonne A et un peu de la colonne B. Eh bien, comment puis-je me renforcer contre mon inutilité ? Je ne m'autorise pas à changer de cap à moins que le défi n'augmente. Et ça fonctionne, vous savez ? C'est un moyen de lutter contre votre propre paresse, votre inertie, votre envie et votre ressentiment. Parce que vous savez alors aussi, vous pouvez vous dire, eh bien, j'ai avancé à partir de là. Je n'ai pas échoué. Je n'ai pas abandonné. J'ai choisi quelque chose de plus difficile. Donc je peux peut-être avoir un peu de confiance en mon choix. Peut-être que je peux avoir un peu de confiance en mon choix parce que j'ai accepté un défi plus grand. Alfred North Whitehead disait que nous pensons pour que nos pensées meurent à notre place. Imagine que tu as une idée stupide, ce qui est probable. Imagine simplement que tu pourrais en avoir 50 par jour. Alors tu te dis, bon, allons mettre en pratique cette idée stupide, ce que tu fais si tu es impulsif. Et donc tu mets en pratique l'idée stupide, et le monde te met une claque, et peut-être que tu meurs. Alors, quelle est l'alternative ? Pourquoi ne pas exposer ton idée stupide devant un groupe de personnes et dire « Voilà, j'ai cette idée et je pense à la mettre en pratique. Est-ce que c'est stupide ?» Et peut-être que tu es fier de ton idée parce que tu y es attaché, tu l'as trouvée, quoi que cela veuille dire, et maintenant tu y es collé. De plus, comme cela compte pour toi, tu t'investis et tu ne veux pas que ce soit une idée stupide, mais d'accord. Veux-tu mourir ou veux-tu laisser ton idée mourir ? Donc, beaucoup de ce que nous faisons dans le dialogue, c'est tuer des idées stupides, et nous faisons cela pour ne pas les mettre en pratique, et nous ne voulons pas les mettre en pratique, parce qu'alors nous mourrons. Et cela fonctionne même biologiquement. La partie de ton cerveau qui génère la pensée s'est développée à partir de celle servant à contrôler volontairement tes actions. Donc, on pourrait dire qu'une pensée a une action potentielle. Les gens pensent qu'une pensée est une représentation du monde. C'est comme, oui, mais fondamentalement, une pensée est une action potentielle. Donc, dans ton imagination, tu crées des avatars de toi-même. Donc c'est toi dans ton imagination. Et si je faisais ça ? C'est un petit avatar de toi-même. Tu penses, et si je faisais ça ? Voici le monde, je marche, j'agis comme ça, ces bonnes choses arrivent, c'est ma vision. Ensuite, tu mets ta vision sur la table et tu dis, j'ai cette vision. Et on te dit, eh bien, c'est une vision stupide, parce que tu n'as pas pris ça en compte. Et comment vas-tu faire ça ? Et tu te dis, oh, c'est nul parce que j'avais cette vision, mais... Eh bien, merci parce que je n'avais pas vu ces pièges, tu sais, d'accord ? Et puis c'est compliqué parce que peut-être que tu es en colère, parce que moi j'avais une vision et pas toi, alors ça t'énerve. Et donc tu attaques juste ma vision parce que tu n'as rien de mieux à faire. J'ai déjà discuté avec quelqu'un. Un gamin m'a dit vouloir 1 million d'abonnés sur les réseaux et je lui ai répondu « Oui, mais ça n'arrivera pas pour toi. » Je savais, j'avais l'expérience. Et il y a eu ce moment où ils ont vraiment paniqué, tu vois ? Ouais. Tu brises d'un rêve. Oui, un rêve, c'est une tuile du futur. Tu demandes, c'est quoi le futur ? Tu ne sais pas. Une vision devient une tuile qui recouvre agréablement le futur. Puis tu dis, c'est un peu basse résolution. On peut demander à quelqu'un, tu es sûr de vouloir 1 million d'abonnés ? Les gens disent tellement souvent, je serai heureux avec 400 millions de dollars. C'est comme, question. Tu penses comment... Tu crois toi que tu pourrais gérer cette responsabilité ? Tu es-tu vraiment si sûr de toi ? Tout d'un coup, on te donnerait tout cet argent. Tu ne contrôles même pas ton budget familial. Tu vis de chèque en chèque, et maintenant quelqu'un va déposer un trésor devant ta porte, et ça va régler ta vie ? D'accord. Combien tu vas donner à tes proches ? Comment ? Rien ? Ah, ça va vraiment bien marcher, ou alors trop. Donc tu vas leur enlever leurs responsabilités, c'est ça ? Et tu vas trouver exactement le bon équilibre. Et ensuite, qu'est-ce que tu vas faire de cet argent ? Parce que aussitôt que tu auras l'argent, les parasites vont arriver et prendre ton argent. Alors que la fortune moyenne d'une famille ne dure que 3 générations. C'est tout. Un trope mythologique est très utile pour expliquer cela. Je suppose que la plupart ont vu le roi lion.
Le Roi Lion a une structure narrative très solide, c'est un film très intelligent, comme beaucoup de films Disney. Et les gens me critiquent, parce que je m'intéresse autant aux films Disney. Mais je m'intéresse à tout ce que beaucoup de gens regardent pendant longtemps, parce que... Eh bien, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi est-ce si attirant? Et souvent, un film est attirant parce qu'il raconte bien l'histoire. Les personnages sont justes, peu importe ce que ça signifie. Le Roi Lion est un film d'animation très réussi, et l'un des plus populaires de tous les temps. Pour ceux qui ne s'en souviennent pas, tout ce que la lumière touche est notre royaume. Peut te dire ce que cela signifie, réplique Brillante. Et c'est aussi. Et remarque que j'ai utilisé le mot brillant. Et brillant est associé à l'idée de la lumière, d'accord? Donc maintenant, quand la lumière touche quelque chose et que tu le vois, alors tu établis une relation avec la chose que tu vois. Parce que maintenant tu commences à le comprendre, et plus quelque chose est éclairé, plus tu peux le comprendre et l'explorer. Et donc quand tu éclaires des recoins sombres, alors disons que tu commences à voir ce qu'il y a dans ces recoins sombres. Et si tu fais le tour de ton immeuble, disons, et que tu prêtes attention à chaque recoin, ça commence à devenir à toi d'une manière très fondamentale. Tu pourrais dire que la lumière équivaut à la conscience. C'est une bonne façon d'y penser. Maintenant, pourquoi ? Eh bien, nous sommes des créatures très visuelles, les êtres humains. Notre cerveau est organisé autour de la vision. La plupart des animaux sont organisés autour de l'odorat, d'ailleurs. Mais pas nous, nous sommes organisés autour de la vision. Une grande partie de notre activité corticale est consacrée à la vue, et donc nous pensons à la vue comme à l'illumination, la lumière. Nous la considérons comme une illumination, n'est-ce pas ? Quand nous mettons quelque chose en lumière, nous l'améliorons, et donc nous associons le jour à la conscience, à l'illumination et à l'éveil. Et donc, si vous prêtez attention à quelque chose en y projetant de la lumière, alors cela devient vôtre, et ainsi, votre royaume est en fait tout ce sur quoi la lumière de votre conscience s'est posée. Et tout cela est encapsulé dans cette affirmation. Et c'est pourquoi elle est restée dans votre imagination. Oui, vous vous souvenez, il est là-haut avec son fils, sur une montagne, sur une falaise, et donc maintenant, pensez à ce que cela signifie. Il peut voir très loin, puis il voit ce cercle du monde et la lumière brille dessus, et il dit « Tout ce que la lumière touche est notre royaume ». Et cela implique aussi, et il le dit ensuite, qu'en dehors de la lumière, il y a un autre royaume, et c'est le royaume des ténèbres, et c'est l'endroit qui n'a pas été exploré. Et si vous vous souvenez du film, c'est là que se trouvent les fascistes et les hyènes sont prédatrices. Et donc, quand Simba sort au-delà du domaine de la lumière, il entre dans l'inconnu, il entre dans le monde souterrain, le monde démoniaque, et ce Scar. Revenons à Scar. D'accord. Donc Simba a Mustapha comme père, et Mustapha est l'aspect positif du patriarcat. Il est sage et il est dur, il a un visage déterminé, ce n'est pas un faible, mais il a un frère maléfique, et c'est Scar. Et Scar a été marqué, et c'est pour ça qu'il est plein de ressentiment, n'est-ce pas ? Il est une victime, et il se sent victime parce que son frère reçoit toute l'attention, comme Caïn par rapport à Abel. Et il est une victime parce que, pour une raison que nous ne comprenons pas tout à fait. Il est plus petit, mais il est aussi intellectuel, n'est-ce pas ? Donc il a la fierté et l'intellect luciférien. Et Jeremy Irons, qui a joué ce personnage, l'a fait extrêmement bien, avec cette voix onctueuse. Un peu comme un sujet serpent, oui. Et aussi méprisant, présomptueux et narcissique. Il a vraiment bien incarné cela. Et donc, maintenant, vous pourriez dire, pourquoi le roi a-t-il un oncle ou un frère maléfique ? Eh bien, la réponse, c'est que d'un point de vue mythologique, le roi a toujours un frère maléfique. Toujours. Et la raison à cela, c'est que si le roi est l'emblème de l'État, ou même de l'état stable de l'être, parce qu'on peut y penser psychologiquement ou sociologiquement, il a toujours un pendant, et ce pendant, c'est la propension de cet état à être envahi par l'aveuglement volontaire. Donc le fait de ne pas éclairer les choses, de détourner la tête quand on sait qu'on ne devrait pas, et aussi par cette volonté corrompue de pouvoir plein de ressentiments. Et ça c'est chronique. Maintenant, le marxiste dirait, et dans un certain sens réel, il n'y a rien d'autre que Scar, il n'y a rien d'autre que l'oncle maléfique. C'est une sacrée vision du monde, je peux vous le dire. D'une certaine manière, c'est similaire, sur le plan chrétien, à faire la déclaration que le véritable souverain de la réalité est l'esprit satanique. C'est la même idée, et c'est une sacrée affirmation, littéralement.
Mais il est vrai que presque chaque institution et presque chaque personne a une part de l'oncle maléfique dans sa structure. L'orgueil est l'opposé de l'humilité, et l'humilité est la condition préalable à l'apprentissage. Et vous savez, on pourrait dire que c'est en partie pour cela que l'humilité était pratiquée, disons, par les personnes véritablement religieuses comme une vertu. Parce que l'idée était de s'ouvrir comme un enfant. Vous voyez à quel point un enfant est ouvert à l'apprentissage. Eh bien, l'enfant ne suppose pas qu'il ou elle sait déjà tout, il regarde simplement autour de lui tout le temps, ce qui est l'une des choses si remarquables chez les enfants. Ils regardent simplement autour de tout le temps, à tout. Ils ne savent pas. Et avec nous, comme un nourrisson, ils sont juste comme ça tout le temps, à se demander ce qui se passe dans le monde, et à essayer d'apprendre. Et donc, l'orgueil empêche d'apprendre.